Donc bonjour, je vais présenter ce projet Big Data. Il s'agit d'une analyse de la clientèle d'un concessionnaire. Le projet même, il se compose de trois grandes parties, le data pipeline ou la gestion des données, la data analytics, l'analyse des données et la visualisation. Donc je vais suivre le plan suivant. On se met en contexte au début, après je présente l'architecture globale. Après, je parle de la partie MapReduce, Hadoop. Après l'ETL, Java et le Lake Hive. Et après R et finalement la visualisation. Donc, nous avons été contactés par un concessionnaire automobile afin de l'aider à mieux cibler les véhicules susceptibles d'intéresser les clients. Donc le client, le concessionnaire, il est content si un de ses vendeurs puisse en quelques secondes évaluer le type des véhicules le plus susceptibles d'intéresser des clients. C'est plutôt la partie visualisation. Et il puisse envoyer une documentation précise sur les véhicules les plus adéquats pour des clients sélectionnés par son service marketing. Donc, il met à notre disposition les données suivantes. Donc, c'est ça le jeu de données qu'on a. On a un catalogue qui contient de 270 lignes. C'est le catalogue des véhicules. On a deux fichiers clients qui sont séparés dans deux différentes bases de données. Chacun contient 1000 lignes. Un fichier immatriculation pour les immatriculations effectuées cette année. Donc, il contient 2 millions de lignes. Fichier marketing, c'est ça le fichier qu'on va prédire pour les clients, les voitures qui les intéressent. Et un fichier CO2 qui contient l'émission des CO2 pour certaines marques et modèles. Je vais déplacer ça ici. Alors, l'architecture globale. Donc, en gros, ça c'est l'image, c'est la grande architecture de notre projet. Il se décompose de quatre étapes. Donc la première étape, c'est l'importation des données vers les bases de données. Donc on a choisi Oracle NoSQL, MongoDB et HDFS. Donc deux fichiers par base de données. Je veux bien préciser que pour HDFS, les fichiers sont mergés à l'aide de MapReduce. Donc MapReduce fait plus que le merge, il fait aussi la process des données, il fait le nettoyage et tout. Mais voilà. Pour Oracle NoSQL et MongoDB, on a gardé les données brutes. La deuxième étape, c'est de créer des tables externes dans Hive, qui sera notre lake, qui va pointer vers les trois bases de données. La troisième étape, c'est de créer un ETL, tout simplement un programme Java, qui fait c'est à lui de faire le processing, le nettoyage et le unify des données pour qu'ils seront prêts à être utilisés par le end user, qui est dans notre cas l'analyse LER et la visualisation. Donc, il fait le nettoyage de ces tables et il fait une autre insertion dans la même base de données, mais il crée des tables physiques cette fois. Et ces tables, ils sont utilisées par R et par JavaScript pour la visualisation. Et je veux bien préciser dans R que R lui-même, il stocke ses résultats dans Hive. Donc en gros, ça c'est les outils qu'on a utilisés. Donc une VM, une machine virtuelle Vagrant pour tout l'écosystème, enfin l'environnement.
de travail. Après, Hadoop, Java, on n'a pas utilisé Spark parce qu'il consomme beaucoup de RAM et puisqu'on utilise notre propre machine, bah, c'est trop gourmand pour ça. Les bases de données KVLite, MongoDB, HDFS et Hive comme Lake. ETL, un programme fait maison Java. Langage R pour l'analyse des données et JavaScript avec la bibliothèque T3.js. Alors, on passe direct à l'importation des données et là je vais faire une petite démonstration. Donc, on commence avec Oracle NoSQL. Donc, pour Oracle NoSQL, on a créé un programme Java qui fait l'importation des données. Donc, ce programme, je vais pas aller au détail des codes, mais je vais parler en gros de programme. Ce qu'il fait, c'est qu'il crée deux tables marketing et client 14 dans KV Store. Il contient des méthodes qui permettent de faire ça avec un driver spécifié. Il drop et create table. Et voilà, donc ça c'est la création de tables. Et après, il fait l'insertion des données. Il fait l'importation du CSV et l'insertion des données. Donc, pour le faire exécuter, on envoie le programme Java, ce programme marketing client.java, et les CSV sous ce dossier-là dans notre machine virtuelle. Et après, on rajoute aussi les dépendances pour l'exécution. Par exemple, il y a plusieurs jars que j'ai envoyés. Et après, on compile et on exécute les données. Donc moi, je vais pas refaire tout ça. Je vais pas... je vais pas refaire tout le code, mais je vais bien vérifier que ça marche bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer et je vais juste vérifier qu'il existe bien dans la base de données. Là, je vais connecter à ma machine virtuelle. Là, je suis connecté. Voilà. Donc là, je suis connecté en bas. Il faut bien entrer dans ce dossier. Alors, tac. Donc je vais aller chercher la commande pour donc je vais vérifier que les tables existent bien dans notre base de données. Donc je vais lancer le KV admin pour se connecter à ma base. Là je vais faire un show. Bien, je vais le lancer ici si vous voulez. Show table. Donc là, moi j'ai déjà exécuté le. Attendez, je vais mettre lscd. Donc là, après envoyer les fichiers, je vais bien regarder que là, il existe les CSV que je vais exécuter, le marketing CSV et le client 14. Ici, il y a bien le programme Java. Et après exécuter ce programme, compiler en classe et l'exécuter, on vérifie, on aura les tables créées dans la base de données. Donc, ici, client 7, s'il s'agit juste d'une erreur,
Mais normalement, client 14 et marketing Sophia, c'est bien mes tables que je voulais. Euh, pareil, pareil pour MongoDB. Euh, pour MongoDB, bah, je fais pareil. J'envoie les fichiers CSV et je fais à l'aide de Mongo Import, j'importe mes fichiers dans Mongo. Et je peux bien vérifier que mes fichiers existent bien. Donc je vais lancer Mongo et je vais faire un show table. Je vais faire une matriculation. Et ben je peux voir que j'ai bien mes données ici. Donc les données sont importées sur Mongo et Oracle MySQL. Et là, il nous reste HDFS. Donc HDFS c'est un peu spécial. Donc pour importer les données HDFS, on a donc pour HDFS, on a dû créer des job map reduce qui font le nettoyage du fichier CO2 puisque il était dans des formats des formats pas propres et du coup on a on a créé des maps reduce pour faire marcher. Donc ici ce script c'est pour exécuter ces jobs. Donc ici cette première partie c'est la prise en main, c'est juste comment exécuter ces MapReduce, enfin ces jobs. Donc là j'ai bien mes jars. Alors ce que je fais c'est déjà je vais expliquer ce que les jobs font et après je fais l'exécution. Donc pour faire le nettoyage et l'insertion en HDFS, on a exécuté deux job MapReduce. Donc première MapReduce et la deuxième. Donc la première MapReduce c'est il fait le nettoyage de CO2 et la deuxième il fait le merge de CO2 avec catalogue. Donc, la première job, il prend le fichier CO2.csv et, je ne sais pas si je peux zoomer. Donc, il prend le fichier CO2, il prend le fichier CO2 et pour chaque ligne, il supprime le ID et la marque et il fait le nettoyage de bonus-malus. Il supprime les caractères spéciaux, il remplace les valeurs manquantes avec 0. Et pour une ligne spéciale, il supprime un caractère A. Pour le variable coût, il supprime les caractères spéciaux. Donc en final, on aura cette ligne propre avec marque comme key et la valeur, c'est tout le reste. Donc l'exécution se fait comme ceci. Donc pour le splitting on a pris le key c'est la marque, par exemple ici c'est la Mercedes et le reste c'est les values. Et pour le splitting on a trois lignes qui se génèrent par une seule ligne. On a trois lignes qui se génèrent. Donc la première ligne c'est Mercedes for all et une ligne spéciale qui s'appelle AAA. Enfin, c'était un petit hack
pour assurer que ce sera traité en premier par le reducer. On a inventé ce mécanisme pour envoyer une valeur de mapper vers le reducer. Donc c'était une solution qu'on a inventée juste pour envoyer une valeur à le reducer. Donc for all, ce ligne, il sera dans le shuffle, enfin dans le reducer sera la moyenne. Il sera la moyenne de toutes les valeurs. Donc, ça sera pour calculer le moyen général de toute la table qui sera affectée par les marques qui sont disponibles dans le catalogue mais pas dans CO2. Donc, parce que dans le deuxième job, on va faire une sorte de merge. Et pour éviter les marques, les NA, les marques qui n'ont pas une valeur dans la table CO2, on va affecter la moyenne. Donc ici, la ligne for all nous permet de calculer le moyen pour toute la table et qui sera après affecté pour cette marque. Donc la valeur AA, c'est la valeur, la moyenne de bonus-malus qui sera affectée aux marques qui ne possèdent aucune valeur. C'est dans la table CO2. Donc le résultat c'est comme ceci. Ça c'est le résultat. Donc pour chaque marque, on a le moyen de bonus-malus, le rejet et le coût énergie. Donc c'est comme si on a éliminé les modèles parce qu'il n'y a pas en sorte il ne match pas les modèles dans la table catalogue qui sera notre but de merger avec. Et du coup pour chaque marque là on a le moyen et on a un moyen pour toute la table. Ça c'est la moyenne de toute la table. Et voilà. Donc le deuxième MapReduce c'est le merge. Donc là, ce qu'il fait, c'est il merge la table CO2 avec la table catalogue. Donc pour ceci, on a dû créer deux maps et un reducer. Donc chaque mapper, il prend un fichier. Le premier prend le résultat du premier MapReduce et le deuxième, il prend le fichier catalogue. Et du coup, on a le résultat suivant. Donc, pour la ligne par exemple Hyundai, par exemple, là il fait la jointure avec l'ID marque. Donc, par exemple, ici Hyundai, il rajoute toutes les valeurs pour toutes les modèles de Hyundai. Il rajoute ces valeurs. Et par exemple Seat, il existe marque qui n'existe pas dans la table CO2, il va affecter la ligne qu'on a réservée for all pour cette CO2, pour cette marque. Et l'output il sera les valeurs de chaque marque. Il sera un ajout de 3 variables pour chaque marque. Pour cela, comme j'ai dit, on a créé deux mappers. Première mapper ici, deuxième. Voilà. On a supprimé pour chaque marque. On a pris le CO2, par exemple ici la marque 1 avec la marque 1, il y aura une sorte de merge. Par exemple ici on a marque catalogue et catalogue 2 et à la fin on a un merge dans le reducer. Donc un mapper séparé pour chacun des deux ensembles de données, c'est-à-dire un mapper pour l'entrée catalogue et pour l'entrée moyen. Prenez une tuto, la marque, je donne également ta catalogue aussi. Ça, ce qu'on a ajouté ici, c'est un tag. Un tag catalogue OC2 pour savoir
d'où il vient en fait la ligne. Parce que le reducer, il sait pas, euh, enfin le shuffle, il sait pas d'où ça vient la ligne. Et du coup, on va donner un tag euh, pour dire que cette ligne vient de cette mapper. Donc voilà. En gros, c'est ça. Et, et pour le et pour le code, on a ici le premier job. On a le mapper ici qui fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Ben, je vais pas entrer en détail, mais le code il est bien commenté. On a ici le reducer avec tout ce qu'il fait et son output. Et pareil pour le deuxième job qui prend ici le premier mapper qui prend et ici on a le deuxième mapper et le reducer qui prend les deux maps et il donne un reducer. Et du coup le résultat final c'est ça, c'est la table catalogue et CO2 en merge et les données sont propres et unified. Voilà. Donc ça c'était pour la partie MapReduce. Là on passe à la partie Hive qui est les tables externes. Donc juste pour que je revienne sur l'architecture, les tables externes comme j'ai dit c'est des tables qui pointent vers toutes les autres les bases de données. Alors donc ici donc pour cela, on a créé des tables externes. Par exemple, cette commande-là, il crée une table vers HDFS, for MyOS. Du coup, je vais vérifier vite fait sur HDFS que le bien il existe. Si je vais quitter ça, je fais je vais la commande. Donc voilà mon fichier donc ça c'est mon résultat après l'exécution des job MapReduce. Et là ce que je vais faire c'est de créer des tables externes qui pointent vers MyRes et je peux vérifier que ça marche bien. Donc pour cela je vais me connecter sur Hive. Du coup, je vais lancer Hive ici. Donc, juste en attendant que Hive se lance, on va aller pour vérifier les tables externes vers Oracle NoSQL. Donc c'est pareil, c'est par
une commande de création de create external table. Et je donne le nom du table, le host et tout. Et c'est pareil pour table client. Et voilà, après la création, je vais tout vérifier dans Hive. Euh, Pareil pour MongoDB, le script il est là. Hop. Voilà, le script il est là, pareil, c'est create external table avec le host, le port et le nom du table. Euh, voilà, donc moi je vais pas exécuter tout ça parce que je l'ai exécuté, ça prend du temps. Ce que je peux faire, c'est je vais vérifier ça. Je pense que mon Hive il est lancé. Ok, là, là. Remplir, connecter. Et là, je vais Lake. Là, je suis dans ma base de données, mon lake. Ce que je vais faire, c'est show tables. Et là, je peux regarder les tables externes que j'ai créées. Donc là, j'ai catalogue, j'ai client 14, j'ai marketing et j'ai catalogue Mongo et client Mongo. Ça, c'est une table externe qui vient euh, de Mongo. Alors, donc, je reviens où je suis perdu. Voilà, donc ici c'était pour les tables externes. Ça, après la création de tables externes, ben là, on va passer vers l'ETL, vers le programme Java qui exécute le processing de données, genre la transformation des données, le nettoyage et une forme des données. Donc, mon programme Java, donc en gros c'est ça ce qu'il fait. Donc mon programme ce qu'il fait c'est ici dans ce document j'ai listé tous les pour chaque table les modifications ou le process que mon programme Java fait pour les données. Donc pour la table catalogue, bah, il n'y a pas de missing value. Il supprime les first line. Il donne pour le CO2, pour la table, pour la marque Renault, il donne la valeur medium de CO2 parce que c'est des voitures électriques et, et les données, en fait, avant, ils ne prennent pas ça en compte et du coup, le programme Java, il prend ça en compte. Et voilà, il remplace les E accents par les E, il fait une sorte de nettoyage tout court. Pareil pour marketing, un nettoyage, enfin, il enlève les caractères spéciaux. Pour le dataset client 6 et client Mongo, il fait un merge parce que c'est les mêmes données, c'est juste qu'ils viennent de différents data sources. Il fait le merge. Et pour le nettoyage, ce qu'il fait, c'est en fait pour détecter les valeurs qui sont les anomalies dans les données et les données incohérentes, on a créé une fonction qu'on va voir ensemble qui détecte les valeurs incohérentes pour chaque base, pour chaque table. Et du coup, pour le variable sexe, il supprime les valeurs spéciaux, il make it to upper, il enlève les spaces dans les côtés. Du coup, pour masculin, M1 et homme, il met M, et féminin F et femme, il met F. Donc ça, c'était à l'aide de cette petite fonction qui vérifie les valeurs possibles pour chaque column ou pour chaque variable. Pareil pour taux, on enlève les caractères spéciaux, le space, situation familiale,
seul et seul, il met seul, enfin, on s'en fout si c'est femme ou homme. Euh, Nombre d'enfants, value -1, il met rien. Euh, voilà. Donc ça, c'était un peu... Donc ici, je vais pointer vers, pour une petite précision, pour les problèmes qu'on a rencontrés. Surtout que c'était la partie, on peut dire, la plus difficile dans cette pipeline. Euh, il y avait des problèmes de memory lakes, du GVM en général, du garbage collector limit exist. Uncertain data using Java API for Hive very slow. Enfin, ça prend plus de 22 heures pour 100 cas. Alors imaginez que pour immatriculation qui contient 2 millions. Autre bug related to Vagrant performance, genre la VM, des fois il ne supporte pas le charge. Et impossible de détecter les valeurs erronées manuellement. Genre pour vérifier 2 millions de lignes unies par ligne pour voir les valeurs erronées possibles, c'était impossible, c'était difficile. Du coup, c'est là où viennent les solutions qu'on a mis en compte. Enfin, on était obligé de tuner la GVM et Hive aussi. On a augmenté les heap size pour Hadoop et Hive dans le fichier Hive SH. Désabler le login pour Hive, parce qu'il il prend énormément de temps de login. On a augmenté le nombre de MapReduce de Hive. On a augmenté le heap size pour le GVM. Change de average load for reducer. Voilà, c'était des petites astuces qu'on nous a permis d'exécuter nos codes dans moins de 24 heures, plus de 24 heures pour 100 Camille. On a réussi à le faire marcher de 1 heure pour les 2 millions de lignes. Donc c'est ce qui était intéressant. Donc là pour le petit, donc je vais montrer vite fait le petit programme Java qui fait tout ça. C'est bien ça. Tac. Voilà, c'est bien ça. Je vais pas montrer les détails des codes, mais en gros, on a des steps qui exécutent. Le premier step pour la table CO2, il crée la table physique et il insère les données enfin, il crée la table. Cette fonction, il fait le nettoyage et il fait l'insertion. Pareil pour la table marketing, la création du table, le nettoyage et l'insertion. Et du coup, pareil pour les autres. Pour le debugging et pour la vérification des données erronées, on a créé cette fonction print possible value. Cette fonction est intéressante, je trouve. Cette fonction, c'est elle qui permet de voir les valeurs erronées possibles pour chaque variable de chaque table. Et comme ça, on procède vers le nettoyage. Donc on ne peut pas passer au nettoyage avant de voir déjà c'est quoi les anomalies dans chaque donnée de chaque table. L'exécution de ce code, il s'est fait comme les autres, comme les autres programmes Java. Ce qui était spécial aussi, c'est qu'il fallait rajouter des dépendances aussi, aller chercher partout. Et finalement, exécuter le programme Java. Pour vérifier tout ça, ici on a le table processed qui contient le tag processed, c'est-à-dire qu'ils sont nettoyés. Par exemple, marketing processed, immatriculation processed et catalogue processed. Donc voilà, je peux faire un select non, ça c'est autre chose.
C'est que le client va lui te dire 100. Ben là, je peux voir mes données, mais ces données, ce sont des données physiques dans la base. Et c'est des données que je peux voir qui sont bien clean et prêts à être utilisées par le end user. Ok. Donc après le tel Java, donc juste pour vérifier ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on a vu comment importer les données vers les bases de données. On a vu qu'ici il s'est importé avec MapReduce et il y a un merge des CO2 et catalogue avec le nettoyage de CO2. Dans Oracle NoSQL, il y avait un programme Java qui fait l'importation et l'insertion dans Oracle. Mongo, il existe un driver qui fait l'importation directe. Pour les tables externes, on a vu comment c'était des commandes simples qui font des tables externes qui pointent vers les différentes bases de données et je peux voir les données normales. Et après, notre programme Java qui fait la transformation des données et l'insert des données physiques dans la Hive. Et finalement, là, on est dans la quatrième partie, c'est l'analyse et la partie R. Donc ici, on a les données prêtes, clean. On va procéder à l'analyser avec R. Donc, R. Voilà, hop là. Donc, je vais parler, en bref, ce qu'on a fait sur la partie R. Du coup, il y avait la connexion, l'installation des packages. On a utilisé le driver Java pour se connecter à Hive et avoir les tables. C'est le GDBC, le Hive Driver. On a dû vérifier aussi, installer les dépendances, lister les fils de dépendance et initier le class path pour le driver et qui s'exécute. Donc show table pour voir que ça s'exécute bien et tout. Et on fait une select de nos tables, processed bien sûr, vers des data frames. Donc je vais vite fait regarder sur R. Donc là par exemple chez mes données, je prends par exemple catalogue data frame. Donc en résultat on aura les données comme ça dans R. Donc après l'importation des données, on passe à le nettoyage des données. Donc le nettoyage c'est déjà fait, les données c'était déjà propre. C'est ça ce qu'on explique dans cette partie. Mais quand même, on a fait une vérification, on a rajouté d'autres étapes de nettoyage qui sont spécifiées à notre métier qui est l'analyse. Donc, par exemple, on a supprimé une variable inutile pour nous qui peut être utile pour un autre utilisateur, mais pour nous c'était inutile. Par exemple, le ID, on a changé les column header pour qu'ils seront faciles à maintenir et convertir par exemple les data types de table client. On a ce qu'on veut en numérique, ce qu'on veut as factors. Donc voilà, c'était un peu l'analyse. Après l'analyse exploratoire, là on a un peu regardé, on a posé des questions, on a regardé sur nos données pour voir en gros avoir une idée sur nos données. Par exemple, je sais pas, regarder juste les médiums et tout. Donc
Euh, Par exemple, là, on pose quelle est la marque des voitures les plus vendues cette année. On fait un plot sur la marque. Donc, on a découpé l'analyse exploratoire par la variabilité et la covariance. Euh, covariance. La variabilité et euh, bon, déjà on a commencé par la variabilité, variabilité catégorielle pour par exemple variable marque, euh, pour voir par exemple quelle est la marque la plus vendue. Et après, ODIBM, on peut voir que ODIBM était le plus vendu, enfin des remarques comme ça. Après, sur la voiture, est-ce qu'il était occasion, les voitures, on voit que les voitures occasion se font plus sur le sexe, sur le sexe par rapport à la situation familiale. Ça, c'est entre deux variables. Donc, pour la variabilité continue, pour les variables comme prix, par exemple, voilà, on voit par rapport à chaque marque euh, des prix. Donc, c'est un peu analyse de toutes les variables. Ici, la variabilité continue, nombre de places, nombre de trucs. Et bien, la covariance, la liaison entre les variables. Euh, Ici, on va voir c'est quoi la relation entre mes variables. Donc, la première partie, c'est les deux variables catégorielles. Euh, Par exemple, immatriculation et marque. Euh, voilà, on regarde un peu, on pose des questions. Deuxième partie, c'est entre deux variables continues, un variable continue et variable catégorielle. Et on peut avoir des conclusions. Voilà. Et après, l'étape suivante, c'est l'identification des catégories de véhicules. Euh, dans cette partie, euh, on va identifier les catégories de chaque voiture. Donc, pour cela, on s'est basé sur... alors, il est où non, pas ça. Voilà. Donc, pour, euh, pour les catégories, on s'est basé sur ces quatre variables, longueur, nombre de portes, nombre de places et la puissance. Donc les voitures qui ont plus de nombre de places, on s'en fout des autres variables. Ce sont des voitures familiales. Et pareil, pour la puissance, ceux qui ont plus de 150 plus que 150 chevaux. Et bien sûr, ils n'ont pas cette place parce que là, toutes les 7 places sont éliminées, c'est par ordre. Ce sont des voitures sport. Et après, on joue sur les quatre variables, par exemple, une voiture de longueur courte, nombre de portes 3 et nombre de places 5, et bien sûr moins de 150, c'est une coupée. Et voilà, une citadine, une berline compacte et routière. Donc c'était ça l'identification des catégories. Et on a fait un petit programme des if-else en fait, qui font l'identification d'un nouveau variable qui s'appelle catégorie. Et bien sûr, on a rajouté ce variable dans la table catalogue. Donc voilà. Et ici, c'était pour vérifier est-ce qu'il reste des voitures qui n'étaient pas identifiées. Et ben non, on a 0. Euh, du coup, la table, la table catalogue devient comme ça avec euh, le, le nouveau variable catégorie ici. Et après, on a fait la fusion de données clients et immatriculation. On a fait la fusion des données clients et immatriculation. Euh,
pardon, on a appliqué ce filtre sur immatriculation euh, pour les véhicules qui s'étaient vendus avant. Alors, on ne pouvait pas appliquer la même fonction avec les for, if, else, parce que pour la table immatriculation, c'était très long, puisqu'il contient 2 millions de lignes. C'était très long, et du coup, on a changé la façon de faire l'algorithme avec tout simplement comme ça, et qui c'était plus rapide, et on aurait dû faire ça avant, mais je voulais montrer que c'était un problématique qui s'était aussi résolu. Donc, mais c'est le même filtre. Et du coup, immatriculation a aussi un nouveau variable qui s'appelle catégorie, avec qui était choisi de même façon que catalogue. Pour la fusion des données, client et immatriculation. Donc là on a les informations sur les clients et les informations sur... ici, le client contient les informations sur les clients qui ont fait des achats. Et immatriculation contient toutes les voitures, toutes les matriculations effectuées. Donc ce qu'on fait ici, c'est on fait un merge de la table client immatriculation avec la colonne immatriculation. Donc après, on a observé la répartition. Donc ici, ce qu'on fait, c'est après le merge. Après le merge, je vais vous montrer la table client. Client. Donc client, il a immatriculation ici. C'était les clés de merge avec la table immatriculation. Et après, on a chaque client et la catégorie de voiture qu'il a acheté. Donc c'était à l'aide de la table d'immatriculation qu'on a fait ça. Et là, on se retrouve avec la table client avec une nouvelle variable qui s'appelle catégorie. Donc pour chaque client, la catégorie de voiture qu'il a intéressé avant, avec son achat précédent. Et on va se baser sur ça pour créer un modèle de classification pour prédire pour les prochains clients les voitures qui vont les intéresser. Et ce qu'on a fait dans cette partie, c'est la création de modèles de classification pour cette table client. Donc on a séparé les données, on a séparé pour les données d'apprentissage, les données de test. Et on a exécuté différents algorithmes. Par exemple, là, l'algorithme RPART. On a commencé par RPART. Après, algorithme C5. Après, algorithme TRI. Et on a vérifié les résultats. On a testé ces algorithmes avec les données test. Et on a vu le taux de succès de chaque algorithme. Après, à la fin, on va comparer tous les algorithmes. Du coup, après, on a aussi calculé la matrice de confusion pour chaque algorithme. Et le résultat, c'était ça. Donc, pour RPART, pour l'algorithme RPART, on a obtenu ces résultats suivants. Donc ici, et avec une 72% de taux de succès en général, et voilà, pour chaque marque, un taux de succès. Donc ça, c'était RPART. Pour C5, pareil, on a obtenu 72 de taux de succès. Et aussi pareil alors là il y a une erreur, c'était 72 pour TRI, pour l'algorithme TRI.
Donc ça, c'était la matrice de confusion basée sur ces données-là. On a fait le calcul pour avoir. Donc, le calcul, c'est le suivant euh, pour les mesures d'évaluation. Donc les valeurs dans cette table, ils sont obtenues comme ceci. Voilà, on va voir les pourcentages. Donc on a fait ça pour chaque algorithme. Voilà. Et après, on a aussi testé l'algorithme Random Forest. On a créé une fonction voilà, qui apprend, qui prend un classifieur de k nearest neighbors et on a prédit le résultat avec le pareil, on a exécuté la même étape, testé l'algorithme et on a regardé le taux de succès. Et pour ce algorithme, on a le testé avec deux différents paramètres. Par exemple, ici, le nombre de trees et le m-try. Là, 305 et 503. Pour le k nearest neighbors, le KNN, on a aussi construit une fonction qui apprend. Donc là, j'ai fait une erreur. J'ai laissé le commentaire, mais c'est pas grave, c'est juste des commentaires. Et du coup, là, on a exécuté l'algorithme KNN pour le même données de test, les mêmes données d'apprentissage. Et on a testé ces données avec la matrice de confusion pour voir le résultat. Pareil, on a testé avec deux paramètres différents. Et finalement, on a appliqué aussi le support vector machine. Et on a construit la matrice de confusion pour regarder le résultat. On a utilisé pareil deux algorithmes différents pour regarder le résultat. Et finalement, le neural network, pareil, deux types de paramètres différents. Et du coup, finalement, on a reçu cette table avec les résultats finaux. On a comparé. Je voulais bien pointer sur que ici, il y a le taux de succès, le temps d'exécution qui n'était pas mentionné, mais qui était aussi important. Qui fait le choix qu'on a choisi finalement S5 comme algorithme qu'on va utiliser sur la table catalogue. On a choisi S5 parce que tout simplement il a la plus haute précision et le plus rapide à exécuter. Donc les précisions c'était proches l'un de l'autre. Il n'y avait pas une grande différence entre les algorithmes. Et finalement, c'est le but de notre analyse, c'est de prédire pour la table catalogue chaque client la voiture qui peut l'intéresser. Et ce qu'on a fait, avec l'algorithme qu'on a entraîné dans l'étape d'avant, le C5, on a généré une prédiction pour la table marketing et on a rajouté un variable catégorie dans la table. Et le résultat, c'était suivant. Catégorie, marketing. Voilà. On a reçu le résultat suivant. Donc pour le client, par exemple, avec l'âge 22, de sexe M, qui était en couple avec un nombre d'enfants, ben, pour lui, il intéresse une berline compacte. Et pour une femme en couple
avec 0 enfant, il intéresse une voiture sport. Pareil pour un homme qui est en couple et 0 enfant. Donc voilà, c'était les prédictions qu'on a reçues comme résultat. Bon. Euh, donc voilà. Et finalement, l'étape finale, c'est de stocker ces, ces données dans Hive qu'on peut vérifier ici. Oula. Qu'on peut vérifier ici, show tables. Bah, c'est la table marketing prédiction. Donc c'est la table marketing prédiction qu'on a créée ici, insert into marketing prediction value